Le village d'Abinda se nichait entre des collines d'émeraude et des forêts denses et chuchotantes où les feuilles semblaient murmurer des secrets dans le calme du crépuscule. Ces sentiers étaient creusés par les pas des générations, et ces ciels portaient la mémoire de la fumée des feux ancestraux. Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire Inspirante, merci de vous abonner et de laisser un like pour nous. Ça représente énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le village lui-même était petit, un groupe de huttes rondes aux toits de chaume, aux murs d'argile rouge et aux portes ornées de perles et de charmes, chacune vibrant d'une magie discrète. Abinda n'était pas comme les autres endroits. Ici, le temps s'écoulait au rythme des battements de tambour et des orages. Le vent transportait plus que de l'air. Il transportait des voix, non pas humaines, mais celles de choses plus anciennes que la mémoire. Les villageois vivaient en harmonie avec l'invisible, les esprits de la forêt qui gardaient les racines des anciens baobabs, les dieux des rivières qui pleuraient et riaient à travers les cours d'eau, et les ancêtres qui murmuraient des conseils à travers les rêves et le chant des oiseaux. La nuit, les anciens s'asseyaient sur la place du village, racontant des histoires aux enfants aux yeux écarquillés. Des histoires de guerriers qui parlaient aux lions, d'amants transformés en lumière d'étoiles, d'arbres qui saignaient de l'or. Mais il y avait une histoire qu'ils ne racontaient jamais à voix haute, seulement mentionnée à voix basse lorsque le vent hurlait juste comme il faut. Une prophétie, non pas écrite dans les livres ou gravée dans la pierre, mais tissée dans la brise, entendue seulement par ceux qui écoutent non pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Ceux qui sont brisés se lèveront et le tonnerre tombera. Personne ne savait qu'il avait entendu en premier, ni quand elle avait été prononcée pour la première fois. Ce n'était ni un avertissement ni une promesse. C'était tout autre chose, comme l'odeur de la pluie avant qu'elle ne touche la terre. Quelque chose arrivait à Abinda. Quelque chose qui infléchirait le destin, briserait le silence et ferait même retenir leur souffle aux esprits. Aboni naquit un matin pluvieux, ses premiers cris se mêlant au tonnerre grondant qui secouait les cieux au-dessus d'Abinda. Les sages-femmes y virent un signe que cet enfant portait un orage dans ses os. Sa mère, Natalu, la berça avec joie, la nommant Aboni, ce qui signifie « nous l'avons demandé et elle est venue ». Natalu était une tisserande respectée, ses doigts dansant comme des esprits sur le fil, confectionnant des étoffes qui chatoyaient comme l'eau de la rivière. On disait que ces étoffes pouvaient contenir des rêves et que son rire pouvait guérir le chagrin. Elle éleva Aboni seule pendant de nombreuses années, son mari ayant disparu dans le ventre de la forêt avant même qu'Aboni n'ouvre les yeux. Leur hutte était petite mais pleine de chaleur, toujours remplie de l'odeur des arachides moulus et du thé d'hibiscus. Avec la voix d'Aboni flottant comme une musique pendant qu'elle jouait et apprenait le métier de sa mère, c'était une enfant intelligente, du genre à écouter attentivement et à tout retenir. Les anciens disaient que sa langue était vive, mais que son cœur l'était encore plus. Elle aidait à cueillir les herbes, nourrissait les chèvres et pouvait identifier chaque oiseau à son chant dès l'âge de 10 ans. Mais la paix, comme la saison sèche, ne durait jamais longtemps à Abinda. Quand Aboni eut tout juste 12 ans, un nouvel homme arriva au village, Obakindo. Il venait du nord, avec une barbe épaisse et une voix comme de la pierre fissurée. Il apporta des cadeaux, du sel, du bétail, des tonnelets de vin de palme, et des histoires de terres lointaines. Le village l'accueillit avec une méfiance masquée par des sourires. En quelques semaines, il avait charmé Natalu avec des mots doux et des promesses. Certains disaient qu'elle était seule. D'autres qu'elle voyait une protection dans sa taille et sa force. Quelle qu'en soit la raison, ils furent mariés avant la pleine lune suivante. Mais les cadeaux cessèrent d'arriver. Les sourires s'effacèrent et en moins d'1 an, Natalu tomba malade. Cela commença par une toux, puis vinrent les fièvres, puis le silence. Une nuit, Aboni regarda sa mère fermer les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. Obakindo se tint près de sa tombe sans verser une larme. Le deuil n'était pas nouveau pour le village, mais ce qui suivit fut plus cruel que la mort. Sans sa mère, Aboni perdit sa place dans sa propre maison. Obakindo réclama tout, la terre, les outils, même le métier à tisser sacré. Il disait que l'enfant n'était qu'un fardeau. Aboni devint alors la fille qui se levait avant le soleil, allant chercher l'eau et le bois de chauffage, cuisinant une nourriture qu'elle goûtait à peine, lavant le linge jusqu'à ce que ses doigts saignent. La hutte qui résonnait autrefois de rire ne connut plus que le silence et le claquement des mots durs.
Obakindo régnait sur la maison comme un roi, mais dehors, il montrait un autre visage. Sur la place du village, il riait avec les anciens, donnait des chèvres pour les cérémonies et racontait des histoires qui le dépeignaient comme un homme généreux. Mais les villageois chuchotaient. Ils voyaient les bleus sur les bras d'Aboni, la boiterie dans sa démarche, le manque d'éclat dans ses yeux autrefois brillants. Elle maigrissait, mais son esprit ne disparaissait jamais. Dans le calme de la nuit, quand les braises faiblissaient et que les hiboux appelaient, Aboni s'asseyait avec le vieux châle de sa mère et chantait les chansons dont elle se souvenait des jours meilleurs. Des chansons de rivières qui se souviennent des noms, d'arbres qui abritaient les orphelins, de dieux qui observaient depuis derrière les nuages. Dans ses yeux brûlait une défiance silencieuse. Obakindo ne le remarqua pas. Ou peut-être que si, et cela le rendait plus furieux. Peut-être savait-il qu'un esprit comme celui d'Aboni ne pouvait rester courbé éternellement. Peut-être était-ce la peur déguisée en cruauté qui le faisait frapper plus fort, crier plus fort. Car dans un village comme Abinda, où les esprits écoutaient et où le vent portait les vérités, même un enfant pouvait devenir quelque chose de plus si elle endurait assez longtemps. Les pluies ne vinrent pas cette saison-là. Les cieux au-dessus d'Abinda devinrent obstinés et gris, l'air chaud et lourd comme un secret non révélé. Jour après jour, les champs se fissuraient, les rivières rétrécissaient, et les tambours de célébration se turent. Les gens chuchotaient aux portes et sous les arbres, jetant des regards vers le ciel avec des lèvres sèches et des cœurs plus lourds. Les poules cessèrent de pondre. La récolte d'igname pourrissait dans le sol. Même les anciens qui lisaient les signes dans les coquilles d'escargots et les os de poulet n'avaient pas de réponse. C'est dans ce silence que la voix d'Obakindo s'éleva. Il se tenait au centre de la place du village, les bras écartés, les yeux fous de fureur vertueuse. Il parla de malédiction, de mal invisible caché à la vue de tous, d'impureté qui s'était infiltrée dans la terre comme du poison. Et puis, comme la foudre visant un seul arbre, il désigna Aboni. C'est elle qui a apporté cela, déclara-t-il. Depuis que Natalu l'a recueilli, le malheur a suivi. Ses yeux sont trop vifs. Ses mots trop silencieux. Elle marche comme si elle écoutait les esprits. Vous l'avez tous vue. La fille est maudite. La foule murmura. Certains secouèrent la tête. D'autres remuèrent, mal à l'aise, mais personne ne parla. Obakindo n'était pas seulement un homme bruyant. Il était dangereux. Ses cadeaux avaient acheté de l'influence, et ses mensonges avaient déjà façonné trop d'histoires. Les anciens restèrent silencieux. Leurs yeux obscurcis par le doute et la peur. Et les autres, ceux qui avaient vu Aboni lutter, qui l'avaient plainte, baissèrent les yeux. Parler maintenant serait partager son sort. Elle a maudit la jambe même sur laquelle elle marche, rugit Obakindo, sa voix résonnant sur les tambours du village qui ne jouaient plus. Et pour le bien du village, elles doivent être brisées. Aboni se tenait seule sur la place, pieds nus et tremblante, sa frêle silhouette oscillant comme un roseau dans le vent sec. Elle ne dit rien, non pas parce qu'elle était d'accord, mais parce qu'elle savait que rien de ce qu'elle dirait n'importerait. Sa voix n'avait jamais été assez forte pour combattre des mensonges aussi puissants. Ils l'attachèrent au tabouret des anciens, les poignets liés avec une corde fine. Elle ne cria pas quand il frappa. Le premier craquement d'os fut plus fort que le tonnerre, plus cruel que la sécheresse. Le second fit même tressaillir les arbres. Ses jambes se plièrent selon des angles anormaux et la douleur explosa dans sa vision comme du feu. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang. Personne ne bougea. Personne ne l'arrêta. Quand il eut fini, Obakindo se tourna vers la foule, la sueur au front et le triomphe aux lèvres. Elle est purifiée, dit-il. Maintenant, les cieux s'ouvriront à nouveau. Mais les nuages ne bougèrent pas. Le soleil continua de brûler. Aboni gisait, inerte, dans la poussière. Sa respiration courte et pleine de feu. Obakindo n'avait plus aucune utilité pour elle maintenant. Ni comme servante, ni comme fille, ni comme bouc émissaire. Il la traîna jusqu'à la lisière de la forêt, juste au-delà de la ligne de pierre sculptée qui marquait le début des terres des esprits. Il l'Y laissa tomber comme un déchet, comme quelque chose que la terre oublierait bientôt. Elle sera prise par les esprits, dit-il. Laissez-les s'occuper de ce que nous ne pouvons pas. Puis il partit. La forêt était silencieuse. Aucun oiseau ne chantait. Aucun vent ne bougeait. Seul le son de la respiration brisée d'Aboni, douce et tenace, s'élevait au-dessus de la poussière.
Elle gisait là, entre racines et rochers, le sang formant une flaque sous elle, le goût de cuivre dans la bouche. Sa vision se brouilla. Étoiles, ciel, mémoire, et quelque part entre l'éveil et la dérive. Elle entendit autre chose, pas tout à fait une voix, plutôt comme un bourdonnement, profond et ancien, comme quelque chose qui attendait. Elle n'était pas morte. Pas encore. Et la forêt écoutait. Les racines de la forêt d'Aujué se tordaient comme des serpents endormis, anciennes et épaisses, vêtues de mousse et de silence. Les villageois d'Abinda craignaient ces ténèbres, non pas pour ce qu'elles cachaient, mais pour ce dont elles se souvenaient. On disait que la forêt était vivante, qu'elle buvait les souvenirs comme la pluie, que son souffle pouvait éveiller les rêves et tordre les destins. Personne n'y entrait sans la faveur des esprits sans en revenir entier. Certains n'en revenaient jamais. Mais Abony n'avait nulle part où aller. Elle se traîna vers l'avant, centimètre par centimètre, ses jambes brisées traînant derrière elle comme des branches oubliées. Le sang marquait son chemin à travers les sous-bois épineux, et chaque mouvement était une prière faite de douleur. La forêt l'observait, écoutait son souffle, goûtait sa peine, mais ne l'arrêtait pas. Elle passa sous des arbres arqués qui murmuraient dans des voix plus anciennes que le langage. Les ombres se rassemblèrent autour d'elle, mais elles ne mordirent pas. Quelque part au loin, quelque chose grogna, un son bas et guttural qui aurait pu appartenir à un lion, à un esprit, ou aux deux. Et puis un rire, sec, cliquetant, amusé. Des arbres sortit une créature à la fourrure rayée et aux yeux qui brillaient comme de la pierre mouillée. C'était une hyène, mais pas comme celle que l'on trouve dans les savanes. Sa fourrure chatoyait de stries bleues, et elle portait un collier d'os et de clochettes. Quand elle parla, sa voix était aiguë et amusée, comme quelqu'un se souvenant d'une vieille blague. « Tiens, tiens », dit l'hyène en tournant autour d'elle. Quelle sorte de fille brisée rampe dans la gueule de la forêt morte. Abony cligna des yeux à travers la sueur et le sang. Le genre qui n'est pas prêt à mourir. L'hyène pencha la tête. La plupart supplieraient. La plupart pleureraient. Tu parles comme une épine qui refuse de casser. Je m'appelle Abony, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Et je suis venue trouver ceux qui écoutent. L'hyène sourit, ses dents blanches contrastant avec son museau sombre. Alors tu m'as trouvé. Je suis Kasa, guide des oubliés, farceur des sentiers, gardien des choses laissées derrière. Kasa renifla l'air et grogna. Et tu pues l'injustice. D'un coup de queue, Kasa souleva doucement Abony sur son dos malgré ses protestations. Viens alors, fille épine. Il y en a qui attendent depuis plus longtemps que tu ne le penses. Ils passèrent par un sentier caché où le clair de lune vacillait bien que le ciel fût sombre. L'air s'épaissit de magie. Des chants fredonnés par les arbres. Des murmures serpentant à travers les feuilles. Des pierres brillant faiblement sous leurs pieds. Au cœur de la forêt se trouvait un cercle de baobabs tordus, creux mais vivants. À l'intérieur, enveloppés de lumière et de brume, siégeaient les anciens des esprits oubliés. Des formes façonnées d'écorce, d'os, de lumière d'étoiles et d'orage. Ils ne parlaient pas avec des bouches, mais leurs pensées emplissaient l'air comme de la fumée. Ils virent Abony et connurent sa douleur sans poser de questions. Ils virent ses jambes brisées et le feu toujours vivant dans sa poitrine. Et ils choisirent. L'une s'avança, drapée de lianes et de plumes. La mère esprit, sa présence calma même les arbres agités. Tu as été rejeté, dit-elle, bien que ses lèvres ne bougeassent pas. Mais tu ne t'es pas brisé. Je veux la justice, murmura Abony. Pas la vengeance. Bien, dit la mère esprit. Car la vengeance est un feu qui dévore celui qui le porte. Mais la justice est le feu qui remodèle le monde. D'un arbre plus vieux que le ciel, ils lui sculptèrent de nouvelles jambes, bois de fer et frêne, liés par le feu et le ver d'esprit. Quand ils les placèrent sur elle, la douleur revint, mais cette fois elle chanta. Son cri résonna dans le silence. Et quand il s'éteignit, elle se tint debout. Abony, la fille aux jambes de feu. Tu marches maintenant avec la force de ceux qui ont été réduits au silence. À chaque pas, tu portes leur voix, dit Kasa, la regardant se lever. La mère esprit toucha son front, y laissant une marque invisible aux yeux mortels. Tu peux retourner dans ton monde, enfant de cendre. Mais souviens-toi, le pouvoir doit servir plus que la douleur. Abony hocha la tête. Elle ne se sentait pas entière.
Elle se sentait plus. La forêt ne l'avait pas guérie pour oublier. Elle l'avait remodelée pour se souvenir. Et maintenant elle retournerait, non pas comme une fille battue, mais comme une tempête renaissante. La forêt ne renvoya pas Abony au monde sans préparation. Bien que ses jambes pulsassent maintenant de feu spirituel et d'une force inconnue aux os mortels, la forêt savait que le pouvoir sans sagesse était une lame dans la main d'un enfant. Alors l'entraînement commença, non seulement des muscles, mais de l'âme, du silence, de la vue au-delà de la vue. Son premier professeur vint sur des ailes qui fondaient la nuit. Ancien Flèche, le hibou de la sagesse, arriva en silence, ses plumes de la couleur des parchemins oubliés au crépuscule. Il se percha sur une branche qui plia mais ne rompit pas sous son poids. Et quand il parla, ses mots vinrent comme des énigmes enveloppées de tonnerre. « Tu cherches à réparer les torts, dit Flèche, ses yeux dorés ne clignant jamais. Mais sais-tu voir ce qui est caché dessous ?» Il lui apprit à lire la vérité dans la démarche des gens, à entendre les mensonges au tressaillement d'une lèvre ou au battement d'une main. Sous son regard, elle resta assise dans l'immobilité pendant des jours, apprenant à entendre la voix derrière les mots. Dans ses rêves, il la conduisit à travers les mémoires, pas seulement les siennes, mais celles du vent, des arbres, des pierres qui se souvenaient de choses que les gens souhaitaient oublier. Quand elle rouvrit les yeux, elle portait cette sagesse comme une braise derrière son front. Puis vint Yemaja, déesse des rivières, qui arriva avec l'odeur de la pluie et le scintillement du clair de lune sur l'eau. Elle émergea d'un ruisseau qui n'avait pas coulé depuis des années. Sa voix était un chant qui attirait les marées depuis des rivages lointains. « Tu brûles de feu, » dit Yemaja, posant une main fraîche sur la poitrine d'Abony. Mais le monde se plie à ceux qui apprennent à s'écouler. Avec Yemaja, Abony apprit la fluidité, la grâce et la force de la douceur. Elle s'entraîna au bord de la rivière. Ses jambes en bois de fer dansant sur les pierres glissantes de mousse, sans jamais glisser. Yemaja lui montra comment l'eau creusait la roche avec patience, comment écouter non seulement avec les oreilles, mais avec la peau, avec le souffle. Abony apprit à se mouvoir en silence, à attendre avec intention, à ne frapper que lorsque le moment ondulait juste comme il faut. Enfin vint Anansi, le farceur aux yeux comme un feu de brousse et au rire qui courbait la réalité. Il la salua la tête en bas, suspendue à un arbre par les chevilles. Si sérieuse, petite flamme, la taquina-t-il. La justice a besoin de l'âme tranchante, oui, mais aussi d'esprit plus vif. Anansi lui enseigna l'art de l'illusion. Comment apparaître là où elle n'était pas. Comment disparaître dans l'ombre, dans le brouillard, dans l'histoire. Il lui donna des énigmes enveloppées de rire, des épreuves enveloppées de chaos. Il la fit questionner son propre esprit, ses limites, ses peurs. Avec lui, elle apprit l'imprévisibilité, le charme, la courbe de malice qui transforme la peur en pouvoir. À travers lui, elle trouva non pas la fille qu'elle était, mais la légende qu'elle pouvait devenir. Les jours se transformèrent en semaines dans cet endroit où le temps s'écoulait comme un lent battement de tambour. Quand son entraînement fut terminé, elle se tenait droite sous les arbres sacrés. Son manteau cousu de fils tirés d'algues de rivière et de plumes de hibou. Ses jambes, une fusion parfaite d'esprit et de bois, brillant du feu des ancêtres. Elle ne boitait plus. Elle ne tressaillait plus. Son regard était stable, ses mains sûres. Elle n'était pas la fille brisée qui avait rampé dans les bois. Elle était Abony, la fille de fer et de flamme, d'eau et d'ombre, renaissant non par vengeance, mais par les mains de forces anciennes qui avaient longtemps attendu quelqu'un pour porter à nouveau leur voix dans le monde. Et quand la forêt s'ouvrit pour elle, et que le vent murmura de nouveau sur les collines d'Abunda, elle s'avança, non pas pour revenir, mais pour s'élever. La nuit où elle revint, le ciel n'avait pas de lune, seulement une obscurité épaisse comme du velours, drapée sur le village d'Abunda comme un tissu de deuil. L'air était immobile, ce genre d'immobilité qui faisait marmonner des bénédictions aux anciens et garder les enfants à l'intérieur aux mères. Le vent refusait de bouger. Les tambours n'avaient pas parlé depuis des semaines. Et puis elle apparut, non pas par le sentier principal, mais depuis les ombres entre les arbres. Elle portait une cape cousue des étoiles elle-même, ou du moins c'est ce qu'il sembla à ceux qui l'entrevirent. Elle chatoyait sans lumière et pourtant brillait faiblement, comme des souvenirs dans un rêve. Ses pieds ne faisaient aucun bruit, bien qu'ils fissent jaillir de faibles braises en touchant la terre. Certains jurèrent que le sol soupirait sous elle. D'autres prétendirent que les esprits chantaient à son passage. Ils ne savaient pas que c'était Abony.
Pas encore. Elle ne s'annonça pas. Elle ne prit pas d'assaut la place ni n'appela Obakindo par son nom. Non, elle se déplaça comme l'eau à travers la pierre, comme le vent sous les portes, silencieuse, invisible. Mais ses actions parlaient plus fort que n'importe quel tambour. La première à la voir fut une vieille femme, proche de la mort, abandonnée dans sa hutte avec la fièvre. La silhouette encapuchonnée arriva avec de l'eau et des herbes inconnues du village. La fièvre tomba au matin, et la femme affirma avoir vu des yeux brillants comme des braises dans le noir. Des yeux emplis de tristesse et de force. Le second fut un garçon battu par un marchand corrompu. À l'aube, le toit du marchand s'était effondré. Sa cachette de bien volée exposée en dessous. Personne ne vit qui avait abattu les poutres. Mais le garçon dit qu'une femme sombre lui avait touché l'épaule et murmuré « Tu n'es pas oublié ». Les nuits suivantes, du bétail disparu depuis longtemps fut retrouvé, rendu à ses propriétaires légitimes. Des champs mystérieusement arrosés recommencèrent à germer. Un guerrier ivre confessa des crimes qu'il avait enterrés pendant des années, sanglotant devant l'autel comme s'il y avait été attiré par des mains invisibles. Et partout, des braises, de minuscules empreintes brillantes laissées sur le sol, sur les portes, près des autels. Les enfants chuchotaient à propos du fantôme aux jambes de feu. Certains disaient qu'elle avait des ailes. D'autres qu'elle était mi-esprit, mi-flamme. D'autres encore qu'elle chevauchait une hyène avec des clochettes autour du cou. Mais tous s'accordaient à dire qu'elle était venue pour l'équilibre. Obakindo commença à sentir la pression dans l'air changer. Ses nuits devinrent agitées. Ses rêves se tordirent. Les villageois, autrefois intimidés par sa voix, commencèrent à le regarder dans les yeux. Ils parlaient plus librement, le questionnaient. La peur qui autrefois étreignait leurs os s'était fissurée. Et dans ses rêves, il la voyait. Elle se tenait à la lisière de la forêt, les yeux brûlants comme la lumière d'un orage, ses jambes enveloppées de feu et de racines. Elle ne disait rien, mais son silence rugissait dans son âme. Il commença à poster des gardes. Il paya des enfants pour espionner. Mais elle ne venait jamais quand on l'observait. Seulement quand personne ne regardait, quand les cœurs étaient ouverts et les yeux fermés. Et toujours la cape d'étoiles. Ils ne virent jamais son visage. Mais ceux qui avaient le plus besoin d'elle se réveillaient avec des murmures à leurs oreilles. Des chansons longtemps oubliées. Des promesses faites par des mères. Des berceuses chantées par des grands-mères disparues depuis trop longtemps. Elle ne guérissait pas seulement les blessures. Elle restaurait la mémoire. La dignité. La vérité. Le village changea. Il s'agita. Se réveilla. La légende du fantôme aux jambes de feu dépassa les frontières d'Abinda, se propageant comme un feu dans la brousse sèche. Les voyageurs rapportaient des histoires à son sujet. Les joueurs de tambour créaient des rythmes en son nom. Les femmes parlaient d'elle dans le même souffle que Yemaja, comme si elle aussi était devenue plus esprit qu'humaine. Mais dans une petite hutte près de la lisière de la forêt, Aboni observait tranquillement. Le moment de prononcer son nom n'était pas encore venu. Mais l'orage montait. Le festival de la lune des récoltes avait toujours été la plus grande nuit d'Abinda, une célébration du retour des pluies, de l'igname et du maïs, de la danse et des bénédictions ancestrales. Mais cette année-là, la lune se leva rouge, pleine et lourde, jetant une lueur étrange sur la place du village. Les tambours battaient bas et lentement, non pas de joie, mais en avertissement. L'air crépitait de quelque chose de plus ancien que la mémoire. Obakindo se tenait au centre de la place, enveloppé de son plus beau tissu, de l'or scintillant à sa gorge. Il leva une calebasse de vin de palme et cria aux villageois rassemblés, sa voix résonnant comme un tambour creux. « La sécheresse est terminée, hurla-t-il. La terre est entière et nous le sommes aussi. Nous. » Mais il ne finit jamais. Un silence balaya la foule alors qu'une silhouette entrait dans la lumière. Vêtue de minuit, brodée de taches d'argent scintillant, l'étrangère marchait avec une grâce lente et délibérée. Chaque pas laissait une faible lueur derrière lui. De petites empreintes de braise et de cendres. Les villageois s'écartèrent sans un mot. Les enfants s'agrippèrent à leur mère. Les anciens murmurèrent des prières. Ils savaient qui c'était. Elle s'arrêta au bord du cercle, puis retira sa capuche. Des halètements ondulèrent comme le vent dans les feuilles sèches. C'était Aboni. Non pas la fille brisée dont il se souvenait, mais une femme refaçonnée.
Ses yeux brillaient comme des charbons sous des nuages d'orage. Ses cheveux étaient tressés de pierres de rivière et de fils de lumière. Ses jambes, ces mêmes jambes autrefois écrasées et laissées à pourrir, se tenaient fermes, forgées de quelque chose au-delà de l'os mortel. Bois de fer et esprit, ombre et volonté. J'ai été jetée, dit-elle, sa voix calme mais tranchant le silence comme une lame. Traitée de maudite, estropiée, abandonnée. Mais je ne suis pas morte. Son regard se fixa sur Obakindo. Tu m'as brisé et m'as laissé à la forêt. Mais la forêt a écouté. Et maintenant, toi aussi tu écouteras. Obakindo recula en trébuchant. C'est de la folie, gronda-t-il, les yeux allant de gauche à droite. C'est un fantôme, un tour, un démon. Mais personne ne bougea pour le protéger. La foule ne faisait que regarder. Il se tourna pour fuir. Et alors le vent changea. Il hurla à travers la place, emportant avec lui une douzaine de voix, aucune d'elles humaine. Les arbres gémirent. Les flammes des lanternes vacillèrent et devinrent bleues. Et des ombres de la forêt, ils vinrent, les esprits. Ils apparurent comme des silhouettes de brume et de lumière, façonnés comme des ancêtres, comme des bêtes, comme des rêves oubliés. La forme de la mère esprit dominait derrière Aboni, sa présence indéniable. Le hibou tournoya au-dessus. La rivière chanta et les villageois tombèrent à genoux. Obakindo se figea. Sa bouche bougea, mais aucun mot ne sortit. Les esprits se rassemblèrent autour de lui, montrant non pas la colère, mais la vérité. Des visions jaillirent de l'air. Des scènes de ses crimes, de ses mensonges, des coups, du vol, de la trahison de la mémoire de Natalu. Les villageois virent tout. Le silence se rompit. Cris d'horreur, halètements de réalisation. Puis des voix s'élevèrent, non pas de peur, mais de fureur, d'injustice. Obakindo essaya de parler, essaya de supplier, mais les esprits lui tournèrent le dos. Et ce fut le jugement final. Il courut, mais la forêt l'avala tout entier. Aboni resta seul sur la place, baigné de clair de lune et de silence. Mais pas seul. Plus jamais seul. La nuit s'ouvrit avec un son qui n'était pas le tonnerre, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. La terre sous le village trembla alors que les esprits descendaient, invoqués non pas par un rituel ou un sacrifice, mais par quelque chose de bien plus puissant, la vérité d'Aboni. Sa douleur avait mûri en dessein, et son courage était devenu un appel que nul ne pouvait ignorer. Ils vinrent en silence d'abord, des formes descendant du ciel sombre et s'élevant du sol comme de la fumée. Des esprits ancestraux vêtus de vent et de feu, couronnés de clairs de lune et d'ombre. Ils n'étaient pas seulement les gardiens de la forêt. Ils étaient la mémoire elle-même faite chair. Les villageois ne pouvaient détourner le regard. Leur présence remua quelque chose de profond dans chaque âme. Émerveillement, peur et reconnaissance. La mère esprit se tenait derrière Aboni, les bras levés, non pas en colère, mais en révélation. Voyez, dit-elle, non pas à voix haute, mais dans le cœur de tous. Et ils virent. Des visions se déversèrent à l'air libre comme l'eau brisant une digue. Les villageois regardèrent comme à travers les yeux des esprits. Ils virent Obakindo, plus jeune et plus cruel, frappant Natalu en secret, la forçant au silence par des menaces et un amour tordu. Ils le virent l'empoisonner avec des herbes déguisées en médicaments. Ils le virent voler dans le grenier du village pendant la famine, accuser d'autres pour ses crimes, tordre les histoires, manipuler les anciens, et briser les jambes d'Aboni en pleine connaissance de sa propre méchanceté. Plus de rumeurs, plus de secrets, la vérité marchait maintenant nue devant tous. Les halètements se transformèrent en larmes, les larmes en colère, et la colère en mouvement. Un par un, les villageois se levèrent. D'abord les femmes, puis les vieillards, puis les enfants, leurs visages féroces et les yeux écarquillés. Ils formèrent un cercle non pas autour d'Aboni, mais autour d'Obakindo, qui se tenait tremblant comme un arbre dans la tempête. Sa voix le trahit. Ses excuses s'effondrèrent. Il essaya de supplier. Personne n'écouta. Il se tourna pour fuir, et ils s'écartèrent, non pas pour le laisser partir, mais pour le diriger vers son destin. Retour à la lisière de la forêt. Retour à Ojué. Il y trébucha en pleurant. Les arbres se refermèrent derrière lui, les branches se recourbant comme des griffes. Obakindo ne fut jamais revu. La justice avait parlé, et elle portait le visage d'une fille autrefois brisée.
Quand le soleil se leva enfin sur Abinda, il le fit avec une douceur que le village n'avait pas ressentie depuis des années. L'air était plus léger. Les tambours battirent à nouveau, non pas en deuil, mais en célébration. Les récoltes commencèrent à frémir dans le sol. La rivière chanta plus fort. C'était comme si la terre elle-même avait attendu qu'une blessure se referme. Et au centre de cette nouvelle aube se tenait Aboni. N'étant plus un fantôme, n'étant plus cachée derrière une cape d'étoiles, elle marchait ouvertement à travers le village, ses jambes en bois de fer stable, sa présence à la fois féroce et douce. Les gens l'accueillirent non pas avec des cris, mais avec des têtes inclinées et des bras ouverts. Ils lui apportèrent du vin de palme, des ignames, des étoffes tissées, des chansons, non pas en excuse. Il n'y avait pas de mot assez grand pour cela, mais en honneur, en gratitude. Aboni ne revendiqua pas le pouvoir. Il lui fut offert. Non pas par titre ou couronne, mais par confiance. Elle devint la guérisseuse du village, oui, mais plus que cela, elle devint sa boussole. Elle reconstruisit la maison de sa mère, non pas comme un monument, mais comme un sanctuaire. Les portes étaient toujours ouvertes, surtout pour les parias, les perdus, ceux dont les voix avaient été étouffées. Les enfants venaient avec des genoux meurtris et des cœurs brisés, et elle réparait les deux. Les veuves apportaient des larmes et repartaient avec des rires. Même les arbres semblaient se pencher plus près pour écouter quand elle parlait. Et le soir autour du feu, elle racontait son histoire, non pas pour la gloire, mais pour que les autres se souviennent. Se souvenir que les choses brisées brûlent encore vivement. Que la vérité, même murmurée, rugira un jour. Et que la justice, quand elle vient, n'oublie pas. Les enfants grandissent maintenant avec son nom sur les lèvres, non pas comme un avertissement, mais comme une bénédiction. Aboni. La fille qui s'est élevée des cendres. Le feu qui a fait l'aube. Dans les années qui suivirent, l'histoire d'Aboni voyagea plus loin que ses pieds ne l'auraient jamais fait. Au-delà des collines d'Abinda, à travers les rivières et les savanes, les commerçants et les voyageurs transportaient des murmures d'une fille aux jambes de fer et au feu dans les veines. Certains l'appelaient guérisseuse, d'autres guerrière. Quelques-uns prétendaient qu'elle n'était plus tout à fait humaine, mais esprit enveloppé de peau, un conte vivant. Partout où son nom était prononcé, les gens touchaient la terre en signe de respect. On disait que si l'on marchait sur les sentiers près d'Aujué pendant la saison des pluies, on pouvait trouver de faibles empreintes lumineuses pressées dans la boue, chaudes au toucher, pulsant comme des braises. Les femmes espérant des enfants, les veufs cherchant la paix, et les vagabonds ayant besoin de courage s'agenouillaient là où ces empreintes apparaissaient. Ils affirmaient que des bénédictions suivaient. Et dans le tonnerre, toujours le tonnerre, certains juraient entendre son rire. Non pas cruel, non pas sauvage, mais triomphant, libre, comme le son de chaînes se brisant au loin dans la nuit. À Abinda, sa hutte se tenait toujours, bien que son toit ait été renouvelé de nombreuses fois. Elle restait un lieu de rassemblement, de conseil, de force tranquille. À chaque lune des récoltes, les enfants se réunissaient pour entendre l'histoire racontée par les joueurs de tambour, les danseurs et les grands-mères dont les yeux brillaient encore de mémoire. On leur parlait de l'homme cruel qui l'avait brisé, de la forêt qui l'avait refaçonnée, de la justice qu'elle portait non pas comme une arme mais comme un don. Ils l'appelaient non seulement Aboni mais quelque chose de plus, la fille aux jambes de fer. Et quand les dernières braises s'éteignaient, le conteur baissait la voix, les yeux écarquillés de révérence. « Souvenez-vous, petits, disait-il, ceux qui sont brisés peuvent tomber, mais quand ils se relèvent. » Les enfants finissaient en chœur, leur voix pleine d'admiration. Ils font trembler la terre. 150.5 S